Voilà, salutations à vous, nombreux qui nous suivent en ce moment. Nous sommes très contents dans le cadre de votre émission Grand Homme. Vous allez découvrir un grand qui va, ensemble avec votre humble serviteur de Montiri, vous éclairer, surtout dans le cadre du patriotisme, les valeurs patriotiques, et pourquoi pas aussi nous donner des orientations sur la création d'une véritable classe moyenne, et s'en suivra aussi la cartographie des entrepreneurs, avoir un peu l'importance de cette cartographie, et je vais aussi marteler sur le cadre d'expression des talents de la RD Congo. Ce sont là les 4 points que nous allons ensemble avec notre grand ce soir essayer comme ça de développer ensemble. Alors j'aimerais déjà remercier l'équipe. Là je vois Olivier Longbango, l'héritier du trône, mon Jambé qui réalise cette émission, et Bruno Nzinga du côté de l'exploitation, et je n'oublie pas aussi Alain Kabongo, coordination. Bonsoir monsieur Sentiment Défi. Bonsoir monsieur Doudou Montiri. Vous allez très bien? Ça va bien. Alors nous sommes très contents de vous recevoir pour essayer comme ça d'échanger et surtout orienter la population sur d'abord les valeurs patriotiques. Qui est un patriote? Bon, merci beaucoup pour la question. Nous saluons les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Pour revenir à votre question, nous savons que un patriote d'abord, c'est celui qui voit en l'autre un homme à développer plutôt que son concurrent. Nous avons un pays comme la RDC, c'est un très grand pays. Dieu nous a donné la chance d'avoir toutes les richesses que nous avons. Mais aujourd'hui, ces richesses ne profitent pas aux Congolais. Parce que quelque part, nous manquons des valeurs patriotiques. Parce que dans les valeurs patriotiques, c'est quoi? Nous devons protéger la mère patrie, qui est la nôtre. Nous devons l'aimer. Mais aimer sa patrie, c'est aussi aimer le développement de son peuple. Un peuple qui est dans ce pays-là, avec qui vous partagez ensemble la terre et aussi le destin. C'est-à-dire, si aujourd'hui, vous volez l'argent de l'État, c'est vrai, vous êtes heureux, mais demain, ce sont vos petits-fils qui vont en souffrir. Mais par contre, si vous bâtissez l'État, ceux qui vont profiter, ça serait non seulement vos compatriotes, et aussi ta famille. Il est difficile, dans une très grande nation, qu'un non-patriote puisse gérer cette nation. Parce qu'un vrai patriote, il est reconnu dans l'expression de ses valeurs. On voit d'abord son ancrage social dans la communauté. Vous êtes dans la communauté, vous y êtes, qu'avez-vous fait pour cette communauté, si vraiment vous l'aimez? Dans des pays tels que la Chine, il est obligatoire pour un homme qui aspire à des fonctions plus élevées d'avoir une activité communautaire qui les rapproche de son peuple. Ceci prouve à suffisance qu'il est prêt à aider l'autre pour son développement. Quel genre d'activité? Communautaire, mais quand même, soyez un peu explicite, hein? Quel genre d'activité? Je donne un exemple. Par exemple, en Chine, tel que je vis l'histoire, par exemple, de certains dirigeants chinois, ils se donnaient dans des travaux bénévoles. Vous prenez une année, vous allez dans une autre province que la vôtre. Vous y travaillez, vous apportez votre savoir-faire en tant que technicien, lié à ce que vous avez appris, soit les métiers, soit l'université. Si vous êtes un enseignant, vous pouvez enseigner même pendant une année sans être payé. Vous êtes infirmier, vous apportez votre service. Donc c'est pour développer le pays. C'est une façon pour toi de donner une partie de toi pour aider l'autre à progresser. Ça vous permet. Imagine que vous êtes à Kinshasa. Vous devez faire du bénévole, par exemple, à Moujimaï. Ça vous intègre dans l'environnement national. Et vous allez comprendre ce que c'est votre pays. Vous n'allez plus voir un Moulouba comme si... Donc, vous ne serez pas dans l'esprit tribalistique. Vous serez plutôt... Vous allez le voir comme vraiment un frère. Tout comme
un Swahili, quelqu'un qui est au niveau de Nord Kivu, qui va faire des travaux bénévoles à l'Équateur. Il verra à la personne qui est à l'Équateur comme un frère. Donc vous posez des C'est-à-dire, actes ce sont des actes, là c'est l'État bénévole. C'est un exemple que je donne que d'autres pays font. C'est-à-dire que c'est parmi les valeurs. Je suis en train d'expliquer l'ancrage communautaire. Vous comprenez? Donc vous aurez les soucis du prochain. Exactement. Et vous aurez aussi l'amour, vous aurez l'amour aussi, hein, de votre patrie. C'est-à-dire que vous devez comprendre, ici, nous parlons des valeurs qui peuvent être des valeurs religieuses, mais qui sont en réalité des valeurs de développement. C'est-à-dire que... Mais oui, parce que le Bilingue Amunda, quand je vous dis PAC, P-A-C, quand vous êtes Bilingue Amunda, on nous apprend, parce que je suis Bilingue Amunda, Abou, Gaza, tout ça, PAC, poser des actes constructifs. Ça s'apprend à l'Église catholique, ça s'apprend dans le groupe Bilingue Amunda, partout où vous serez. Je suis tout à fait d'accord, mais ici, notre orientation va au-delà, parce que nous parlons de notre patrie. Vous comprenez? Les actes constructifs, mais il faut aussi défendre la patrie. Okay. Vous comprenez? Il ne faut pas trahir sa patrie. Peu importe, la patrie d'abord. Vous comprenez? Lorsque vous êtes quelque part, vous voyez un frère congolais. C'est d'abord votre frère congolais. C'est ça. Ça ne signifie pas qu'il faut les favoriser parce qu'il dans son incompétence, mais ça signifie qu'il faut l'aider à devenir compétent. Il faut pousser les pays à aller de l'avant. Il faut aimer les fils des Congolais. Parce que si vous êtes un patriote, vous êtes chef de l'État, vous penserez tout de suite à vos frères. Et vous allez les voir comme, pas des concurrents, mais des gens que vous devez faire progresser dans la vie. Parce que le problème, c'est quoi? Il y en a qui ne comprennent pas les valeurs patriotiques. Quand vous êtes au pouvoir, les autres deviennent des adversaires. Même votre propre famille, vous êtes loin de tout le monde. Vous pensez que vous êtes devenu un super-homme. Mais vous oubliez que vous avez une mission. Lorsqu'on vous donne une responsabilité, c'est de faire progresser l'autre. Là, c'est à tous les niveaux. À tous les niveaux. Ces valeurs-là sont importantes. De deux, c'est qu'au niveau, la terre patrie. Mais trahir sa terre patrie, c'est un péché impardonnable. Parce qu'un homme n'est qu'un homme lorsqu'il a une patrie. Lorsque vous n'avez pas de terre, c'est dangereux. Et nous devons, à un moment donné, les choses, par exemple la guerre qui se passe à l'Est, devait nous interpeller. Un véritable patriote est blessé au fond de son âme. Parce que nous n'avons que notre patrie. Et nous devons le défendre au sacrifice suprême. Et c'est valable pour tout le monde. C'est anormal, lorsqu'il y a une guerre à l'Est, certaines personnes puissent fêter. C'est anormal. Nous avons vu en Ukraine, par exemple. Il y a une guerre, même les chefs de l'État, ils portent la tenue de guerre. Pourquoi? Parce que les gens ont des valeurs patriotiques. Tous les jeunes savent que nous devons défendre la patrie. Également en Russie, vous verrez que la mobilisation était forte. Tous les jeunes à un certain âge doivent défendre la mère patrie. Parce que nous n'avons que cette patrie. Toutes les chansons sont rendues à la gloire de la patrie. Aux États-Unis, quand vous voyez l'histoire des patriotes, une armée de fripouilles, sans de grands équipements, ont bâti une armée d'Angleterre qui était mieux équipée. Vous comprenez? Lorsqu'on a des lames patriotiques, on a une drogue patriotique, même une guerre, vous allez le vaincre. Personne ne peut battre des vrais patriotes. Notre difficulté aussi revient dans l'esprit patriotique. Est-ce que les Congolais sont des patriotes? Ah oui, c'est la question que je voulais vous poser. Vous comprenez? Ce sont des valeurs que nous devons cultiver, et non seulement les cultiver maintenant, même pour nos enfants. Je sais que les Congolais, nous aimons nos pays, notre pays. C'est bien. Aimer déjà les pays, c'est quelque chose. Mais vos compatriotes qui sont avec vous, lorsqu'un professeur ne veut pas donner de la méritocratie à un étudiant, je prends le cas des universités. Un professeur, il ne veut pas vous donner des points parce qu'il pense que vous n'êtes pas de sa tribu. Vous ne pouvez pas distinguer. On a vécu des choses comme ça. Un homme comme ça n'est pas un patriote. C'est un danger pour la nation. Parce que le patriotisme est différent du tribalisme. Parce que le patriotisme prône des valeurs de développement. Le patriotisme, c'est lorsque quelqu'un a des idées progressistes qui peut aider votre pays,
dans le sens de développer votre pays, vous l'intégrez. Ça peut être même un étranger. Mais lorsque vous voyez cet étranger a beaucoup investi dans votre pays, il veut le développement de votre pays, vous lui donnez la nationalité. Parce qu'il aime votre pays. Ce sont des valeurs patriotiques. Ça ne nécessite pas aussi que cette personne doit être des pères et des mères. Mais il faut que cette personne prouve à suffisance qu'il peut faire progresser le pays. Le patriotisme veut que... Ne pas trahir le pays. Et ne pas trahir les pays. Aussi, quand j'ai dit faire progresser, oui. La trahison n'existe pas. Très bien. Le mot est vraiment globalisant, il intègre tout. Deuxième aspect, c'est que dans le cadre toujours du développement de notre nation, quand il y a un génie qui naît dans ces pays-là, les vrais patriotes encadrent ces génies parce que ces génies peuvent apporter une innovation pour le développement de la nation. Aujourd'hui, quand quelqu'un brille dans nos familles, certains petits esprits les combattent. Ils oublient que l'émergence de ces génies dans votre famille peut permettre à votre famille de sortir. Un génie peut même faire sortir tout un pays. C'est comme ça qu'on parle de la Chine de Mao. Vous comprenez? On parle, par exemple, de l'Amérique de George Washington et des pères fondateurs, ou de la France de De Gaulle. C'est des hommes qui étaient des patriotes, qui ont tout donné pour que ce pays puisse émerger. Ces gens-là sont importants pour la nation. Alors, si nous sommes des patriotes, personne ne peut nous briser. Si nous sommes des patriotes, nous sommes capables de développer une solidarité pour pousser notre pays à aller de l'avant. Et si nous sommes des patriotes, notre regard ne sera pas couvert de l'émotion, mais ça sera couvert du réalisme. Le tribalisme, le clientélisme n'auront pas sa place, parce que ça ne permet pas à un pays d'évoluer. Vous comprenez? Mais dans tout ça, ça c'est bien, les valeurs patriotiques. Et il faut maintenant un cadre pour que les enfants, nos enfants, puissent apprendre ces valeurs. Avons-nous des cadres appropriés pour une sorte de formation ou une sorte de, je sais pas, assimilation? Parce que là, tout ce que nous avons comme école, comme programme national pour notre éducation, pour la formation de nos enfants, est-ce que ça répond à tout ce que vous avez évoqué là? Merci beaucoup. Les valeurs patriotiques, ce sont des valeurs d'abord qui doivent être apprises au berceau. Nos mamans qui nous suivent doivent comprendre que lorsque l'enfant naît, c'est le moment de lui dire les valeurs patriotiques. Il faut lui souffler ça dans l'oreille. Il doit naître avec. Les mamans sont plus proches des enfants. Et ce sont les femmes, les grandes femmes qui bâtissent la nation. Parce que c'est eux qui nous éduquent. C'est eux qui nous soufflent à l'oreille. C'est eux qui orientent nos premiers pas. Ils doivent parler aux enfants. La valeur des terres. La valeur de voir en l'autre comme un partenaire. Parce que travailler seul, c'est bien. Mais travailler en équipe, c'est le début du progrès. Ce sont des valeurs comme ça qu'il faut dire à l'enfant. L'enfant doit comprendre qu'il doit travailler avec les autres. L'émergence seule, c'est compliqué. Toutes les grandes nations ont compris cela. Et ça, c'est au berceau. C'est aussi le système éducatif que nous avons. Est-ce que notre système éducatif favorise un travail des communautés? Ou nous devons toujours être en individualité? C'est là où, par exemple, nous critiquons un peu notre système. Il y a trop d'individualité. Même l'examen, vous les passez seul. Tel travail, vous les passez seul. Mais les gens ont compris, ailleurs on a compris, le travail le plus important dès l'école primaire doit être un travail communautaire. Il faut créer l'esprit d'équipe. Il ne faut pas qu'il y ait un premier, mais il faut qu'il y ait un groupe qui est premier. C'est ça le leadership. Le leadership ne peut pas être individuel, il doit être collectif. Le système de l'enseignement de la RDC doit vraiment beaucoup évoluer dans ce sens-là. Parce que l'enfant doit comprendre que, oui, l'autre, il peut être un concurrent,
mais il n'est pas mon ennemi. Vous comprenez? Et que si je dois progresser pour aller plus loin, je dois être soutenu. Soutenu par les autres. Le système éducatif que nous avons, ou le système de l'État, doit aussi permettre de mettre en lumière nos génies. Aujourd'hui, quand quelqu'un a inventé, quand quelqu'un a développé une prouesse quelque part ou une innovation, quel est le cadre d'expression que nous avons pour qu'un jeune puisse exprimer ou présenter son innovation? L'État ne nous donne pas ce cadre. C'est ce que nous voulons. Et notre bataille, c'est de pousser demain que l'État puisse créer des cadres d'expression de ce genre. Parce que sous notre ciel, vous avez par exemple des salons d'invention. Où, quand quelqu'un a développé une innovation, il veut les présenter et on lui donne un brevet. Vous comprenez? Et on les protège, on protège sa création. Et ça lui permet d'avoir de l'argent, de mettre en place sa société. Et demain, c'est les grands entrepreneurs de demain. Si dans des nations comme les États-Unis, on a vu émerger des jeunes avec des systèmes de Facebook qui sont devenus des millionnaires et des milliardaires, plus loin, et aujourd'hui ils sont devenus le socle du système américain. Parce qu'il y a eu des cadres qui ont été créés, que ces jeunes puissent exprimer leur innovation, Et ces cadres-là, certifier on va et procéder les comment? pousser plus loin. Parce que nous avons des ministères, nous avons aussi comme ça le fonds de promotion culturelle. Nous avons des histoires dans notre pays. Et pour créer ces cadres d'expression, de talent, ici, en République démocratique du Congo, on doit procéder, on doit travailler dans quel service, dans quel ministère, où on va faire comment? Bon, Comment s'y prendre? nous avons toujours souhaité, au-delà de tous les ministères, il faut qu'il y ait un ministère de l'innovation. Ministère De de l'innovation. l'innovation, à part entière. À part entière, qui va permettre à breveter tout celui qui apporte une innovation. C'est important. C'est grâce à de tels ministères que, ou grâce à de telles structures, si ce n'est pas un ministère, mais ça peut être une structure qui peut être gérée par un ministère, qui va permettre de repérer les talents. Et ces talents vont être boostés pour que ces talents deviennent de véritables entrepreneurs de demain. Parce que, je vous dis, celui qui apporte l'innovation devient facilement milliardaire. Parce que ce qu'il apporte bouge, transforme le monde. Malheureusement, je ne sais pas. Et ce n'est pas seulement en RDC, c'est toute l'Afrique noire. On ne tient pas compte de ça. Et ailleurs, Et quand quelqu'un innove, nous avons vu ici avec le coronavirus, il y a un compatriote qui a mis en place une solution pour traiter la maladie, mais il est fini, mort, menacé. C'est-à-dire que on a mis en place un système même pour combattre cette innovation. C'est pour cela que l'État doit se mettre debout. C'est grâce à l'innovation que les États-Unis sont les États-Unis. C'est grâce à l'innovation que la Russie peut défier les États-Unis. C'est grâce à l'innovation. Parce que nous avons des jeunes pétris de talents qui inventent. Même, vous êtes même sur Facebook, on vous envoie quelqu'un en train d'utiliser de l'énergie de l'eau pour faire allumer une ampoule. Mais un gars comme ça, il doit être repéré, mis en valeur, et puis il peut avoir un manager. Demain, il aura un brevet dans un ministère qui est chargé de l'innovation pour sceller sa découverte, qui sera vendue dans tous les pays et prise en compte même dans l'armée. Toute armée, toutes les grandes armées sont les fruits de l'innovation. Et c'est l'innovation qui vous permet d'avoir vous-même votre propre technique d'armement, votre propre armée avec des systèmes beaucoup plus compliqués que les autres ne maîtrisent pas. En réalité, nous sommes un pays qui veut devenir un grand pays, n'est pas obligé de suivre les chemins des autres. Les autres vous mettent sur les pas parce qu'il y a une science il y a une partie de science qui est universelle. Mais de l'autre côté, l'homme est une particularité dans l'humanité qui peut dégager une innovation que les autres ne maîtrisent pas, mais qui vous donne une longueur d'avance. Pourquoi en Afrique, pourquoi en RDC, ces choses ne sont pas prises en compte? Mais nous pensons que à l'avenir,
le gouvernement, surtout les chefs de l'État, qui est un véritable patriote, il prendra en compte ces genres de considérations. C'est pour cela que nous sommes là. Très bien. Alors, très rapidement, est-ce que là, j'aimerais, avant l'avant-dernier point, que vous puissiez quand même aborder cet aspect qui est aussi très capital, hein, la création d'une classe véritablement moyenne pour développer notre pays. Et d'abord, la classe moyenne, c'est quoi la classe moyenne? Et quel est son rôle? Quel est son apport pour le développement d'un pays? Merci beaucoup. Sous notre ciel, lorsque moi j'ai terminé les études, je suis architecte, j'ai fait mon stage. Dans 5 ans, j'ai devais ce qu'on appelle un cadre moyen. C'est-à-dire mon revenu doit être capable de me permettre d'avoir une voiture, d'avoir une maison et de me donner des vacances. Parce que les vacances permettent aussi des découvertes. Et aussi avoir des vacances pas seul avec ma famille. Même le médecin, les avocats, ça c'est des pays où la richesse a été construite. Même nous, nous sommes des jeunes nations. Nous avons nos difficultés. Et cette difficulté ne nous excuse pas de ne pas avoir cette classe. Maintenant, cette classe, en réalité, le véritable leviathan de la création de cette classe, c'est l'État. C'est l'État qui crée sa classe moyenne. En réalité, dans le domaine de l'emploi, l'État n'emploie pas plus, ce sont les privés qui emploient plus. L'État structure, il oriente, il organise, mais ce sont les privés qui emploient plus. Parce que l'État ne vendra jamais une chemise. L'État ne vendra pas des robes. L'État sera toujours en train de structurer. Ce sont les privés qui vont avoir des industries pour fabriquer des chaises, pour fabriquer beaucoup de choses. Les artisans sont des privés. Donc vous comprenez que la part du secteur privé est importante dans le développement et aussi dans la mise en œuvre de cette classe moyenne. Mais c'est l'État maintenant qui doit définir cette classe, créer des opportunités, la structurer. Aujourd'hui, on a mis en place une loi sur la sous-traitance. La loi sur la sous-traitance, c'est une loi importante. Cette loi a été créée pour booster cette classe moyenne. C'est-à-dire quoi? Une entreprise qui fabrique, par exemple, je prends l'entreprise brassicole ou une entreprise qui vend des crédits. Cette entreprise, à son sein, il ne peut pas avoir des hôpitaux. Ce n'est pas son domaine. Parce que ce n'est pas son domaine de prédilection. Parce que s'il crée un hôpital, il dérange le médecin ou les hôpitaux qui existent. Parce que ces hôpitaux qui existent n'auront plus de clients, n'auront plus de malades. Ces hôpitaux vont vivre comment? Si elle-même, cette entreprise, a à son sein un hôpital. Vous voyez comment ça dérange déjà, cet aspect des choses dérange la création d'une classe moyenne. C'est comme ça que l'État dit, lorsque nous mettons en place une telle structure, vous devez sous-traiter une partie de ce travail qui n'est pas dans la ligne de vos statuts. De même, moi je suis architecte, j'ai un cabinet. Mais si vous allez dans une entreprise où Vodacom, il a ses architectes, lui qui lui fait des plans, c'est une entorse à la loi. Lui, Vodacom, il a qu'à vendre ses crédits. Mais s'il a besoin qu'on lui construise des maisons, qu'on lui réhabilite, il doit se rapprocher des cabinets. Vous comprenez? Et tout ça permet à ces cabinets de vivre. Vous comprenez? Parce que c'était des erreurs. On nous a parce que c'était des erreurs qui étaient avant. Où, vous voyez, vous êtes dans Vodacom, on a engagé un architecte, on a engagé des ingénieurs, c'est Vodacom lui-même qui produit des études, qui fait ceci, et ça, il détruit les cabinets qui sont à l'extérieur. Et ces cabinets n'auront plus d'opportunités. De même, du point de vue juridique, à l'interne, ils peuvent avoir un conseil juridique, c'est bien pour orienter les choses. Mais quand il s'agit d'aller au tribunal, ils ont besoin des cabinets d'un avocat. Ça permet au cabinet d'un avocat d'émerger. C'est ça la loi sur la sous-traitance. Vous sous-traitez tout ce qui ne fait pas partie de votre statut social. Vous devez les sous-traiter. C'était déjà un pas vers la bonne direction.
Ça se pose aussi dans le domaine des mines, où certains intrants devaient être sous-traités, mais à ce moment-là, le bémol, c'est que les sous-traitants doivent être des Congolais. Ok, ça. Les capitaux doivent être des capitaux congolais. C'est ça, c'est ce qui est plus important. Et ça permet aux Congolais d'émerger dans le domaine de l'emploi. Si ce n'est pas le cas, c'est compliqué. Malheureusement, cette loi a du mal à s'appliquer. Pourquoi? C'est ça qu'on parle de la puissance publique. Je ne sais pas. Les DG qui s'occupent de ça, a-t-il de la poigne véritable pour booster ce genre de choses? Parce que chez nous, c'est quoi? Il préfère peut-être qu'on lui porte plainte, il va payer les amendes à l'État et il continue dans ses affaires. C'est la classe qui est tuée. C'est là où il faut un regard important du gouvernement, un regard important même du Parlement. Parce que lorsque la puissance publique vient avec force, les gens ne font plus des erreurs. Et les gens ne vont plus se cacher derrière les faiblesses de la loi. Il nous faut une justice aussi. C'est vrai, c'est un très grand chantier. Même le chef de l'État a des problèmes lui-même avec la justice, là, où il est en train de se battre pour que nous ayons vraiment la meilleure justice. Parce que les magistrats qui travaillent, parfois le chef de l'État est inconscient. Mais si vous êtes bien payé, c'est ça avec ces pratiques. Ce sont des difficultés que nous avons. La justice élève une nation, bien sûr, mais il nous faut des magistrats qui ont une probité morale énorme. Où faudrait-il développer un système de sanctions auprès des sanctionnaires eux-mêmes pour qu'ils aient peur? Vous comprenez? On peut croire à la création d'une classe moyenne en République du Congo. On peut réellement croire à cela. Évidemment, pourquoi pas? Mais ça doit être une volonté manifeste du gouvernement. Et je pense qu'au niveau de la loi sur la sous-traitance, il y a quand même une volonté du chef de l'État. Parce que la fois dernière, on a vu, il a quand même mis en place un nouveau DG, tout et tout. Le chef de l'État est soucié de cela aussi. Vous comprenez? Donc, on peut avoir une classe moyenne. Cette classe moyenne qui peut être composée des entrepreneurs, qui peut être composée des gens qui ont des bureaux d'études. Parce que quand on parle de la classe moyenne, ce ne sont pas des gens qui ont des très grands capitaux. Mais c'est des gens qui ont un certain capital, ce sont peut-être des PME, de petites et moyennes entreprises. Nous avons vu avec les 145 territoires, des entreprises congolaises, véritablement congolaises, ont raflé le marché. Bravo au chef de l'État. C'est déjà un bon débit. Vous comprenez? Nous avons vu des architectes aussi rafler des marchés avec leur cabinet. C'est un très bon débit. Ça permet aux Congolais d'avoir des moyens d'exister et puis d'employer d'autres Congolais. Parce que si vous avez un cabinet, vous employez 50 personnes grâce à un marché octroyé par l'État. Dans une certaine mesure, c'est l'État qui est en train de employer les autres. Et ça, ce sont des choses à encourager. Voilà. Entrepreneuriat, nous allons peut-être ici marteler sur la création d'une cartographie des entrepreneurs congolais. Est-ce important d'en avoir? Bon, merci beaucoup. Je comprends bien la question. Ce que nous devons comprendre, c'est quoi? C'est que le rôle de l'État, c'est de structurer. Et en structurant, il faut faire une belle analyse. Nous avons besoin d'entrepreneurs parce que les entrepreneurs aussi apportent de l'innovation. Mais nous devons avoir des vrais entrepreneurs. Parce que il y a quelqu'un qui peut se dire entrepreneur, en réalité, il ne l'est pas. Être entrepreneur, c'est premièrement posséder tous les documents légaux, payer ses taxes. Ça, c'est ça la loi congolaise. Si vous voulez devenir entrepreneur au Congo, nous encourageons aux gens d'être même un établissement, de payer le minimum. Ça vous met déjà sur la sellette de pouvoir aborder le marché dans les domaines de prédilection que vous avez choisi. Je suis un architecte, je suis un ingénieur, je vais avoir un cabinet, je vais être un entrepreneur de construction. Conformez-vous au texte. Les documents ne coûtent pas cher. Je ne pense pas plus de 200 $. Vous pouvez manquer de documents si vous pouvez avoir votre propre établissement. Et quand vous l'avez, c'est à ce moment-là que vous pouvez vous dire, vous êtes entrepreneur. Il faudrait aussi
maîtriser les rouages du métier, notamment la loi sur la passation des marchés, maîtriser comment ça fonctionne, pour que vous puissiez viser. Parce que tout dépend. Il y en a qui ont des facilités d'avoir des marchés auprès des privés, mais nous pensons que les marchés de l'État, ce sont des marchés qui payent bien. Auprès, par exemple, des ministères, des sociétés, tout et tout, même des grandes sociétés privées, payent aussi bien parce que là, c'est beaucoup plus facile. Mais maintenant, à un moment donné, il faut que l'État puisse reconnaître ces entrepreneurs à sa juste valeur. Parce qu'il faut qu'on arrive à un moment, vous voulez telle entreprise, vous entrez dans un site, vous tapez, vous repérez la société, on vous présente le BTP avec l'expérience, dans tel domaine génie civil avec l'expérience, dans le domaine de l'électricité avec telle expérience, vous regardez. Et tout ça n'est possible si l'État met en place un répertoire pour permettre d'identifier toutes ces entreprises. Vous comprenez? Il faut, ça c'est là où nous demandons, l'État doit structurer les choses. L'État doit s'organiser. Donc notre objectif, c'est de pousser toujours l'État à s'organiser. C'est ça le PME, les petites et moyennes entreprises. Nous devons voir une cartographie de ces entrepreneurs-là. Nous devons savoir, en RDC, on a autant d'entrepreneurs dans tel domaine, dans tel domaine, dans tel domaine. C'est grâce à cette cartographie que les décideurs prennent de très grandes décisions. Nous voulons faire avancer nos entrepreneurs, mais vous ne les connaissez pas. Et nous-mêmes, nous faisons confiance à nos entrepreneurs, ça aussi. Nous-mêmes, Congolais. Évidemment, aujourd'hui, ce n'est pas dans tous les secteurs. Moi, je suis dans le domaine d'architecture. J'ai un bureau d'études. On me fait confiance. On me fait confiance. L'État me fait confiance. Il faut aussi prouver de quoi vous êtes capable. Oui, mais on a votre savoir-faire. On a prouvé, je suis un chef d'entreprise. Je gagne des marchés. Je les gagne auprès de l'État. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui a pu avoir tous les documents. Je suis quelqu'un qui a su comprendre, avec toute l'expérience que j'ai, comment on peut gagner les marchés en RDC. Je ne préférerais jamais quitter le pays. Oui. Ce n'est pas la politique qui m'a hissé à ce niveau, mais c'est plutôt... Et je crois que c'est des choses que j'ai pu développer avec les rêves congolais. Ça a été mon parcours. Je ne fais parler que de mon parcours. Vous comprenez? Ça, c'est vous-même. Ça, c'est moi-même. Et la solidarité... Vous comprenez? Vous comprenez? Oui. Donc, c'est un peu ça. Alors, pour finir... Maintenant, c'est aussi au peuple congolais de comprendre. Okay. Vous avez vos entrepreneurs, mais nous devons les soutenir. Okay. Nous devons les soutenir quand Congolais. il y a un Congolais oui. qui innove. Nous devons les soutenir. Nous devons les soutenir, nous devons acheter chez les Congolais, parce que si nous achetons chez lui, nous l'enrichissons. S'il devient riche, il va investir son argent ici. Il y en a qui viennent, qui développent des magasins, qui développent des boutiques, qui prennent notre argent et ils ramènent ça chez eux. Les entrepreneurs congolais ont des difficultés, certes, parce que beaucoup de nos produits ne sont pas fabriqués ici. Ils doivent aller acheter des choses là-bas et les revenir et les revendre. C'est au niveau de la loi congolaise de ne pas aussi faciliter les étrangers. Si quelque chose que les Congolais peuvent fournir, alors on doit laisser ça aux Congolais de fournir. C'est plus facile comme ça d'encourager les entrepreneurs congolais. Maintenant, ceux qui montent les entreprises, on doit les faciliter. Il y a tellement de taxes. Et nous demandons à l'État, bon, c'est ça aussi notre bataille, demain. Il faut une loi pour protéger les entrepreneurs congolais. Pourquoi? Parce que trop de taxes tuent l'entreprise. Tu viens à peine de monter votre boîte. Vous voyez, 10 personnes passer des services différents pour vous demander telle taxe, telle taxe, telle taxe. Vous n'avez pas encore récupéré l'investissement. Et vous allez constater, ce monsieur qui a mis en place cette boîte, il emploie parfois 10 Congolais. Quand quelqu'un emploie déjà 10 personnes, mais c'est un service qui rend à l'État. Il réduit les chômages. Pourquoi on ne peut pas aider une telle personne, déjà 1er ou 2 ans, à les solidifier? L'État doit être un papa. Ce que nous voulons, l'État doit être un papa. Et de l'autre côté, aux Congolais de comprendre que nous devons aider nos compatriotes. À chaque fois que nous achetons chez un Congolais, nous soutenons son œuvre, nous soutenons les pays.
Et à nos entrepreneurs, ils doivent développer aussi l'éthique, le professionnalisme. Et ça, c'est un autre débat aussi. Vous comprenez? Oui, consommons congolais, mais vendez aussi. Choses de qualité. Les choses de qualité. Oui. Et ainsi de suite. Battez-vous pour vous améliorer. Et pour clore? Pour clore, nous dirons ceci. Nous venons ici d'étayer des éléments qui sont les fondements d'un homme en tant que patriote. Un patriote, il aime son pays. Un patriote, c'est celui qui pense à se développer pour le bonheur de son pays. Parce que lorsque vous devenez un grand entrepreneur, vous allez employer des gens dans votre pays. Vous comprenez? Et dans tout ça, nous pensons aussi à ceux de la diaspora. Il y a des entrepreneurs au niveau de la diaspora qui sont dans des domaines beaucoup plus rares. Ces gens-là aussi doivent être pris en compte. C'est souvent eux qui comprennent le monde extérieur lorsqu'ils viennent dans la nation, lorsqu'on les intègre dans la dynamique nationale, ils peuvent booster même le système économique national. Très bien. Merci, monsieur Mansanti Bandefi. Merci, M. Doudou Montiri. Je crois que la prochaine occasion, on va encore vous inviter pour toujours orienter et surtout le rêve congolais puisse devenir réalité. Merci beaucoup. Très bien. Alors nous soutenons et nous encourageons aussi les Congolais qui entreprennent et qui essayent comme ça d'entreprendre des initiatives peut-être privées dans les cadres du développement de ce pays. Là je vois M. Bienvenu Antima Nansel qui est un Congolais qui a mis sur pied juste un espace permettant aux Congolais de prier dans de bonnes conditions. C'est juste sur l'avenue Suisse 42 bis à Lupen, maison de la prière, cité des ossements. Lui aimerait que les conditions de prière soient vraiment réunies. Ce n'est pas une église, mais ce sont des appartements qu'il a disponibilisés à tous les hommes de Dieu. Vous pouvez appeler Madame Charlotte qui pourra vous orienter pour avoir accès à cet espace, maison de la prière, cité des ossements. Bienvenue en Simon Nansel, Suisse 42 bis à Lupen. Et je tenais à saluer son épouse adorable, maman Annie Ekembe, et pourquoi pas les enfants Naomi et Keren en Timbana. Et j'ai m'avais aussi encouragé, il y a Madame Dorcas Nzumba, qui est aussi une dame, qui a mis sur pied une ONG pour soutenir les femmes veuves des orphelins. Donc elle a voulu aussi avoir votre soutien, Madame Dorcas Nzumba, qui est présidente de l'ONG Action Plus. Ce sont les Congolais que nous devons aussi soutenir. C'est dans le cadre toujours de notre patriotisme, comme l'a bien dit M. Mansanti Bandefi. Et pourquoi pas aussi Mme Cathy Moukoko, ici, au niveau de Bichingobila. Elle nous vend des pagnes purement originales et surtout des pagnes qui vont vous permettre de vous habiller en une tenue africaine, donc respectable. Je crois, Mme Cathy Moukoko, nous tenons là aussi à vous féliciter pour ce travail louable que vous ne cessez de faire pour la bonne marche de notre pays et pour que nos femmes s'habillent décemment. Alors, coup de chapeau à vous et coup de chapeau à votre bien-aimé, un ami, votre ami adorable, Bijou Kiyoko, une amie que vous aimez tellement. Alors, on a fini avec ce numéro qui est réalisé par Moro Njambé. Et il lui a assuré la réalisation de cette émission. Je n'oublie pas aussi M. Olivier Longwango, l'héritier du trône, parce que lui, il va toujours demeurer, quel que soit les cas. Je vois Bruno Nzinga, je vois tous les exploitants, je vois Alain Kabongo, je vois aussi Jacques Mondenga, Émile, puis il y a des bonnes choses à vous. Et je termine en souhaitant un anniversaire à Jacqueline Mbambi. Jacqueline Mbambi, bon anniversaire à vous. Alors, rediffusion samedi à 9h et déjà un prochain numéro, je crois, la semaine prochaine, toujours avec M. Ndefima Tsatima, les rêves congolais. Je crois, ça va devenir réalité. Merci. Ciao. Doudou Montiri vous aime beaucoup.